La lune de sang se levait sur Makradj. Dans le temple de la correction, une silhouette immobile reposait depuis 10 millénaires, suspendue entre la vie et la mort. Roboute Guilliman, le fils vengeur, le maître d'Ultramar, le plus grand stratège que l'Imperium ait jamais connu, attendait dans les ténèbres d'un sommeil sans rêve. Mais son heure approchait, car dans une galaxie déchirée par le chaos, même les morts peuvent revenir. Tout avait commencé à Thessala, lors d'une bataille qui aurait dû être une victoire. L'année était 121, M31, à peine quelques décennies après la fin de l'hérésie d'Horus. Roboute Guilliman menait ses ultramarines contre les Emperor's Children, la légion traîtresse qui avait autrefois été ses frères d'armes. Mais les fils de Fulgrim n'étaient plus ceux qu'ils avaient été. Corrompus par Slaanesh, transformés par les énergies du Warp, ils étaient devenus des créatures de cauchemar. Et Fulgrim lui-même était devenu quelque chose de bien pire qu'un simple renégat. Le primarque des Emperor's Children avait été élevé au rang de prince démon, son corps transformé en une abomination serpentine aux multiples membres. Là où Alpharius était resté relativement inchangé dans sa trahison, Fulgrim avait plongé corps et âme dans l'œil de la terreur, récoltant les pouvoirs terribles qui y régnaient. Il n'était plus un homme, ni même un primarque, mais une créature du chaos incarné. La bataille faisait rage lorsque les deux frères se retrouvèrent face à face. Guilliman, le stratège rationnel, le bâtisseur d'empire, contre Fulgrim, le perfectionniste devenu monstre. Le duel fut bref et brutal. Les lames empoisonnées de Fulgrim, imprégnées des énergies corruptrices du chaos, trouvèrent leur cible. Une entaille à la gorge, un poison qui brûlait comme l'enfer lui-même, se répandant dans les veines du primarque. Guilliman s'effondra, la vie s'échappant de lui. Ses fils se précipitèrent, désespérés. Le poison était trop puissant, même pour la physiologie surhumaine d'un primarque. En quelques instants, il serait mort. Mais les ultramarines refusèrent d'accepter cette fin. Avec une rapidité désespérée, ils transportèrent leur père mourant vers un champ de stase, une technologie archaïque capable de figer le temps lui-même. Le champ s'activa au moment précis où la mort tendait les bras vers Guilliman. Suspendu entre deux battements de cœur, entre l'inspiration et l'expiration, le primarque fut figé. Ni vivant, ni mort, prisonnier d'un instant éternel. On transporta son corps jusqu'à Makradj, le monde capital d'Ultramar, et on l'installa dans le temple de la correction, un sanctuaire majestueux au cœur de la forteresse d'Hera. Pendant 10 000 ans, Roboute Guilliman reposa dans son cercueil de lumière. Son corps ne vieillissait pas, ne guérissait pas, ne changeait pas. Figé dans l'instant de sa mort, il devint une relique vivante, un symbole pour son chapitre et pour l'Imperium tout entier. Des milliers de pèlerins venaient chaque année, traversant la galaxie pour contempler le fils de l'empereur, pour prier devant son corps immobile. Certains juraient que la blessure guérissait lentement. D'autres affirmaient avoir vu ses doigts bouger ou ses paupières frémir. Mais de tels phénomènes étaient physiquement impossibles dans un champ de stase activé. Les technoprêtres de Mars le confirmaient avec certitude. Rien ne pouvait changer à l'intérieur d'un tel champ. Et pourtant, les rumeurs persistaient, génération après génération. Peut-être était-ce l'espoir désespéré de voir revenir celui qui avait tant fait pour l'Imperium. Peut-être était-ce quelque chose d'autre, quelque chose que même les Adeptus Mechanicus ne pouvaient expliquer. Pendant ce temps, l'Imperium que Guilliman avait contribué à sauver continuait sa lente descente dans la décadence. Le rêve de l'empereur, cette vision d'une humanité unie sous la bannière de la raison et du progrès, s'était transformé en un cauchemar bureaucratique. L'ecclésiarchie avait fait de l'empereur un dieu,
exactement ce qu'il avait toujours refusé d'être. L'administratum s'était enlisé dans des milliards de paperasses. L'Inquisition régnait par la terreur et la paranoïa. Et partout, la superstition avait remplacé la connaissance. Si Guilliman avait pu voir ce qu'était devenu l'Imperium, son cœur se serait brisé. Mais il dormait, inconscient du passage du temps, ignorant que chaque siècle qui passait éloignait davantage l'humanité de tout ce pourquoi il s'était battu. Puis vint l'an 999, M41. Et, avec lui, la 13e croisade noire. Abaddon le Fléau, le maître de guerre du chaos, lança la plus grande offensive que la galaxie ait connue depuis l'hérésie d'Horus. Son objectif était Cadia, le monde forteresse qui gardait la seule route stable hors de l'œil de la terreur. Pendant des décennies, Cadia avait tenu bon contre les assauts répétés du chaos. Mais cette fois, Abaddon ne cherchait pas simplement à conquérir, il cherchait à détruire. La chute de Cadia fut apocalyptique. Abaddon précipita une forteresse Blackstone sur la surface de la planète, brisant le monde en deux. Les pylônes Nécron, qui maintenaient stable la région du Warp, furent détruits. Et sans ces pylônes, pour contenir les énergies chaotiques, une déchirure massive s'ouvrit dans la réalité. La Grande Faille naquit, une cicatrice béante qui traversait la galaxie d'un bout à l'autre, divisant l'Imperium en deux. D'un côté, l'Imperium Sanctus, où la lumière de l'Astronomicon pouvait encore guider les navigateurs. De l'autre, l'Imperium Nihilus, le côté sombre, où les tempêtes Warp rendaient tout voyage spatial presque impossible. Et dans cette obscurité, des milliards de mondes impériaux se retrouvèrent isolés, vulnérables, mourant lentement, sans espoir de secours. C'était la fin. Après 10 000 ans de déclin graduel, l'Imperium était au bord de l'effondrement total. Les armées du chaos déferlaient de la Grande Faille. Les tyrannides se rapprochaient de toutes les directions. Les orques proliféraient dans le chaos. Les Eldar observaient avec un mélange de satisfaction et d'horreur. Et l'humanité, privée de son empereur, privée de ses primarques, semblait condamnée. Mais dans les ruines de Cadia, parmi les survivants de la bataille, se trouvait un homme qui portait en lui l'espoir d'un miracle. Belisarius Cawl, Archmagos, Dominus, de l'Adeptus Mechanicus, avait attendu ce moment pendant 10 000 ans. Belisarius Cawl n'était pas un technoprêtre ordinaire. Certains murmuraient qu'il avait plus de 10 000 ans, qu'il avait vécu depuis l'hérésie elle-même. D'autres prétendaient qu'il n'était qu'une succession de personnalités téléchargées dans des corps augmentés. La vérité était probablement plus étrange que les deux. Mais une chose était certaine. Cawl avait reçu une mission directement de Roboute Guilliman, lui-même, peu avant Thessala. 2 tâches lui avaient été confiées. La première, créer une nouvelle génération de Space Marines supérieurs aux Astartes originaux, capables de faire face aux menaces croissantes qui guettaient l'Imperium. La seconde, ressusciter Guilliman si celui-ci venait à tomber. Pendant 10 millénaires, Cawl avait travaillé dans l'ombre, défiant les dogmes de l'Adeptus Mechanicus, innovant là où l'innovation était considérée comme hérésie. Il avait créé les Primaris Space Marines, des centaines de milliers de guerriers transhumains perfectionnés, maintenus en stase dans les profondeurs de Mars. Et il avait créé l'armure du destin, un chef-d'œuvre technologique capable de maintenir en vie même un primarque mortellement blessé. Mais la technologie seule ne suffirait pas. Les blessures de Guilliman n'étaient pas seulement physiques. Le poison de Fulgrim, imprégné des énergies du chaos, avait touché son âme elle-même. Pour le ramener, il faudrait plus
que les miracles de l'Adeptus Mechanicus. Après la chute de Cadia, Kaoul fut poursuivi par les forces du chaos. L'Archmagos portait avec lui l'auto-reliquaire, contenant l'armure du destin et d'autres artefacts essentiels à la résurrection. Abaddon savait ce que Kaoul tentait de faire, et il était déterminé à l'en empêcher. Les survivants impériaux, menés par Sainte Célestine et l'inquisitrice Greyfax, se battaient désespérément pour échapper aux griffes du chaos. C'est alors qu'intervint une alliance improbable. Les Eldar, guidés par les visions prophétiques d'Eldrad Ultran, vinrent au secours des impériaux. Parmi eux se trouvait Ivren, l'émissaire d'Innéad, le dieu Eldari des morts. Ivren n'était pas une Eldari ordinaire. Autrefois gladiatrice dans la cité sombre de Komorrag, elle avait été ressuscitée par le dieu naissant Innéad, devenant sa prophétesse et son instrument. Les Inari, comme on appelait les disciples d'Ivren, cherchaient à éveiller pleinement Innéad, sans sacrifier toute la race Eldari. Pour cela, ils avaient besoin d'alliés, aussi improbables soient-ils, et les visions d'Eldrad leur avaient montré que le destin de Guilliman était lié au leur. Ensemble, impériaux et Eldar s'enfuirent dans la toile, le réseau dimensionnel créé par les anciens Eldar. La toile leur permit d'échapper aux poursuivants du chaos et de traverser la galaxie déchirée par la grande faille. Leur destination était Macragge, le cœur d'Ultramar, qui se trouvait elle-même assiégée par les légions d'Abaddon. Le timing était parfait et terrible à la fois. Si Guilliman devait être ressuscité, ce serait maintenant ou jamais. Mais faire confiance au Xenos pour accomplir un tel miracle, l'idée même était hérétique pour beaucoup. Lorsque Kaoul et ses alliés émergèrent de la toile sur Macragge, ils furent accueillis avec méfiance et hostilité. Marneus Calgar, maître de chapitre des Ultramarines, était partagé. D'un côté, l'espoir fou de voir son père génétique revenir. De l'autre, la répugnance de faire appel à des Xenos, et pire encore, à leur sorcellerie. Le bibliothécaire en chef Tigurius, dont les dons psychiques étaient parmi les plus puissants du chapitre, étudia les intentions des Eldar. Ce qu'il y vit ne le rassura pas entièrement, mais il perçut aussi une vérité essentielle. Sans l'aide d'Ivren, Guilliman resterait prisonnier de son sommeil éternel. Les débats furent houleux. Greyfax elle-même, une inquisitrice intransigeante, exprimait des doutes. Mais Sainte Célestine, la sainte vivante de l'empereur, intercéda. Elle avait vu dans ses visions que c'était la volonté de l'empereur. Et lorsqu'une sainte vivante parlait, même les plus sceptiques écoutaient. Finalement, Calgar prit une décision. Il autoriserait la tentative, mais au moindre signe de trahison, les Eldar seraient annihilés. Au moment même où cette décision était prise, les alarmes retentirent. Les forces d'Abaddon attaquaient Macragge, cherchant à empêcher la résurrection. La Black Legion déferla sur la forteresse d'Hera, menaçant de détruire le temple de la correction et le corps de Guilliman avec. Une bataille désespérée s'engagea dans les couloirs sacrés du temple. Les ultramarines se battirent avec une fureur née du désespoir. Chaque instant gagné rapprochait Kaoul de son objectif. Dans le sanctuaire même où reposait Guilliman, entouré par le chaos de la bataille qui faisait rage à l'extérieur, Kaoul et Ivren travaillaient de concert. L'Archmagos déployait son génie technologique, connectant l'armure du destin au corps en stase du primarque. Des câbles serpentaient, des circuits s'activaient, des énergies anciennes circulaient. Mais la technologie seule ne suffirait pas. Ivren s'avança, ses mains brillant d'une lumière spectrale. Elle canalisa le pouvoir d'Innéad, le dieu des morts, qui n'était pas encore pleinement éveillé.
La magie de mort des Eldar toucha l'âme blessée de Guilliman. Là où les machines de Kaol soignaient la chair, les pouvoirs d'Innéad touchaient l'essence même du Primarque. Ce fut un moment de convergence improbable, la technosorcellerie de Mars rencontrant la nécromancie Eldari unie dans un but commun. Le champ de stase vacilla. Pour la première fois en 10 000 ans, le temps reprit son cours autour de Roboute Guilliman. Ses poumons aspirèrent l'air. Son cœur battit à nouveau. Ses yeux s'ouvrirent, mais ce ne fut pas un réveil paisible. Guilliman se dressa d'un bond, l'épée de l'empereur flamboyant soudain dans sa main. L'arme sacrée, imprégnée du pouvoir psychique de l'empereur lui-même, s'était allumée au moment de son réveil. Le Primarque regarda autour de lui, ses sens surhumains, absorbant instantanément la situation. Des marines du chaos déferlaient dans le temple. Ses fils se battaient pour les repousser. Et devant lui se tenait un technoprêtre qu'il ne reconnaissait pas, et une Eldari qui rayonnait d'un pouvoir alien. Pendant une fraction de seconde, la confusion régna dans l'esprit de Guilliman. Puis sa formation, son instinct de guerrier, reprirent le dessus. Peu importait comment il était revenu, peu importait qui se tenait devant lui. Ce qui importait, c'était que Macragge était en danger. Ses fils étaient en danger. Et il était Roboute Guilliman, primarque de la 13e Légion, fils de l'empereur. Il chargea. L'épée de l'empereur trancha à travers l'armure céramite des marines du chaos, comme à travers du papier. Les flammes dorées de l'arme brûlaient les énergies du warp elles-mêmes, purifiant tout ce qu'elle touchait. Guilliman était une tornade de destruction, chaque mouvement précis, chaque coup mortel. Les traîtres qui avaient osé profaner Macragge furent balayés comme des feuilles mortes. En quelques minutes, le temple était sécurisé. Guilliman se tenait au milieu d'un cercle de cadavres, son armure éclaboussée de sang, l'épée encore flamboyante dans sa main. Il se tourna vers Calgar, vers Tigurius, vers tous ces ultramarines qui le regardaient avec un mélange d'adoration et d'incrédulité. Son père génétique était revenu. Leur primarque vivait. Mais le regard de Guilliman n'était pas celui d'un dieu. C'était celui d'un homme qui venait de se réveiller dans un cauchemar. Car pendant ce bref moment de conscience, avant même que la bataille ne commence, Guilliman avait compris. 10 000 ans avaient passé. L'impérium qu'il avait laissé derrière lui, cet empire imparfait mais plein d'espoir qu'il avait contribué à bâtir, avait disparu. À sa place se tenait quelque chose de pourri, de superstitieux, de désespéré. Et maintenant, la galaxie elle-même se déchirait. Il pouvait le sentir, même sans qu'on lui explique. La grande faille brillait dans le warp, visible pour ses sens psychiques. Le chaos était partout. Mais il n'avait pas le temps pour la désillusion. Pas encore. Macragge devait être sauvé. Ultramar devait être défendu. Et ensuite, il faudrait comprendre ce qui s'était passé. Dans les jours qui suivirent, Guilliman convoqua un conseil de guerre. Calgar lui fit un compte-rendu détaillé de l'état de l'Imperium. Tigurius partagea ses visions du futur. Célestine parla de la foi qui maintenait l'humanité debout. Greyfax décrivit les menaces innombrables qui assaillaient l'Imperium de toutes parts. Et Kaol expliqua ce qu'il avait créé. Les Primaris Space Marines, des centaines de milliers de guerriers perfectionnés, prêts à être déployés. Chaque information était un coup au cœur de Guilliman, l'empereur vénéré comme un dieu. La raison remplacée par la superstition, la stagnation élevée au rang de vertu, et par-dessus tout, cette grande faille qui avait déchiré la galaxie en deux, coupant l'Imperium de lui-même. Mais Guilliman était un stratège avant tout. Le désespoir viendrait plus tard. Pour l'instant,
Il devait agir. Sa première décision fut claire. Il devait se rendre sur Terra. Il devait voir l'empereur lui-même, comprendre ce qui était arrivé à son père. Et il devait prendre les rênes de l'Imperium, que cela plaise ou non au Haut Seigneur. Car si quelqu'un devait sauver l'humanité de l'extinction, ce serait lui. Ce ne pouvait être que lui. Le voyage vers Terra aurait dû être relativement simple, même compte tenu de l'état du Warp après la naissance de la Grande Faille. Mais le réveil de Guilliman avait jeté le chaos dans un tumulte comme on n'en avait pas vu depuis l'hérésie. Les dieux du chaos eux-mêmes tournèrent leur attention vers le primarque ressuscité, furieux de voir leur plan contrarié. Ils ne permettraient pas à Guilliman d'atteindre Terra facilement. Dès que la flotte du primarque quitta Macragge, les tempêtes Warp se déchaînèrent. Ce qui aurait dû prendre quelques semaines prit des mois. La flotte ne pouvait effectuer que de courts sauts, naviguant prudemment entre les tempêtes psychiques qui balayaient la galaxie. Et partout où ils allaient, les agents du chaos les attendaient. La première grande épreuve vint quand la flotte fut détournée vers le Maelstrom, ce tourbillon de folie dans l'espace réel qui était presque aussi dangereux que l'œil de la terreur lui-même. Magnus le Rouge, le primarque démon des Thousand Sons, avait tendu une embuscade. Le sorcier rouge voyait, dans le retour de Guilliman, une menace pour les plans du chaos. Si l'Imperium retrouvait l'espoir, si un primarque loyal menait à nouveau les armées humaines, alors toutes les victoires gagnées lors de la 13e croisade noire pourraient être perdues. Magnus attaqua avec toute la puissance de sa légion traîtresse et des légions de démons convoqués à ses côtés. La bataille dans le Maelstrom fut chaotique et terrible. Les lois de la physique elles-mêmes étaient distordues dans cet espace où le Warp et la réalité se mélangeaient. Des vaisseaux impériaux furent déchirés par des tentacules sortis du néant. Des démons se matérialisaient sur les ponts, massacrant les équipages. Et au cœur de tout cela, Magnus déployait sa sorcellerie dévastatrice, cherchant son frère loyaliste. Les deux primarques s'affrontèrent, la logique contre la folie, la loyauté contre la trahison. Guilliman, revêtu de l'armure du destin et brandissant l'épée de l'empereur, combattit avec une détermination froide. Magnus, transformé en une créature cyclopéenne de pouvoir Warp, lançait des sorts qui auraient pu détruire des planètes. Mais Guilliman n'était pas seul. Les Grey Knights, la chambre militante la plus secrète de l'Inquisition, arrivèrent pour le soutenir. Les Sisters of Silence, avec leur pouvoir de nullification psychique, affaiblirent les sorts de Magnus. Finalement, Guilliman parvint à blesser gravement son frère traître, l'épée de l'empereur transperçant le corps démonique de Magnus. Le primarque démon fut forcé de se retirer, disparaissant dans le Warp avec un hurlement de rage et de douleur. Mais la victoire avait un prix. La flotte impériale était dispersée et affaiblie, et ils étaient toujours prisonniers du Maelstrom. C'est alors qu'apparut Kairos Fate Weaver, le démon de Tzeentch qui voyait tous les avenirs possibles. Le grand oracle du changement vit dans Guilliman une menace pour les plans de son maître. Il convoqua les corsaires rouges, les renégats de Huron Blackheart, et ensemble, ils tendirent un nouveau piège. Guilliman fut capturé, emprisonné dans une forteresse Blackstone, contrôlée par les forces du chaos. Des chaînes de cristal, forgées à partir de ses propres doutes et de son désespoir, le maintinrent prisonnier. Kairos se délectait de sa capture, lui montrant des visions de futur où l'Imperium tombait, où tout ce pourquoi Guilliman avait combattu était détruit. Le primarque lutta contre ces visions,
mais elles étaient convaincantes. Comment un seul homme, même un primarque, pouvait-il sauver un empire si vaste, si corrompu, si désespérément perdu? Pendant ce qui sembla une éternité, Guilliman resta prisonnier, son esprit assailli par les futurs sombres que Kairos lui montrait. Mais il n'était pas abandonné. Cypher, le mystérieux ange déchu, et Silandry Veilwalker, une harlequine Eldari, unirent leurs efforts pour le libérer. Leur motivation était opaque, leur méthode peu orthodoxe, mais ils parvinrent à pénétrer dans la forteresse Blackstone. Les chaînes de cristal furent brisées, non par la force, mais par l'espoir. Veilwalker montra à Guilliman d'autres futurs, des avenirs où l'Imperium survivait, où l'humanité prospérait à nouveau. Et Cypher lui rappela que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'empereur brillait encore. Libéré, Guilliman mena l'assaut pour reprendre la forteresse. La bataille fut brève, mais féroce, et lorsqu'elle fut terminée, les impériaux s'échappèrent du Maelstrom en utilisant les portails de la toile que seuls les Eldar connaissaient. Finalement, après des mois d'épreuves, la flotte émergea près de Luna, la lune de Terra. Mais leur arrivée n'était pas passée inaperçue. Magnus, enragé par sa défaite précédente et déterminé à empêcher Guilliman d'atteindre Terra, les attendait. Sur Luna elle-même, au milieu des anciennes installations génétiques où les primarques avaient été créés des millénaires auparavant, les deux frères s'affrontèrent à nouveau. Cette fois, Guilliman n'était pas seul. Les Adeptus Custodes, les gardiens de l'empereur eux-mêmes, étaient venus à son aide. Les Sisters of Silence déployèrent leur pouvoir de nullification, et les Imperial Fist, fidèles fils de Rogaldorn, combattirent aux côtés de leurs cousins ultramarines. La bataille sur Luna fut apocalyptique. Magnus convoqua des hordes de démons et toute la puissance des Tausensons. Guilliman mena la contre-attaque avec la précision chirurgicale d'un maître stratège. L'épée de l'empereur trancha à travers les rangs ennemis, chaque coup brûlant les essences démoniaques. Finalement, dans un duel qui fit trembler la lune elle-même, Guilliman plongea son épée dans le dos de Magnus, profitant d'une ouverture créée par les Sisters of Silence. Le primarque démon hurla et se dissipa, forcé de retourner dans le Warp pour se régénérer. La victoire était acquise. Terra était à portée de main. Avec un sentiment mêlé de soulagement et d'appréhension, Guilliman se tourna vers le monde qui avait été le berceau de l'humanité. Après 10 000 ans, après un voyage cauchemardesque à travers une galaxie en flammes, il rentrait chez lui. L'arrivée de Guilliman sur Terra fut accueillie avec un mélange d'euphorie et de panique. Pour le commun des mortels, voir un primarque vivant était un miracle, un signe que l'empereur lui-même ne les avait pas abandonnés. Pour les hauts seigneurs de Terra, qui avaient gouverné l'Imperium sans surveillance pendant des millénaires, c'était une menace existentielle. Et pour Guilliman lui-même, voir Terra était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. La cité impériale s'étendait sur toute la surface de la planète, une ruche tentaculaire de milliards d'âmes. Mais là où elle aurait dû être un monument à la gloire de l'humanité, elle était devenue un symbole de sa décadence. La pauvreté côtoyait l'opulence obscène. L'ignorance était élevée au rang de vertu, et partout, l'empereur était vénéré comme un dieu. Des cathédrales massives se dressaient vers le ciel, des statues dorées ornaient chaque place, et des milliards de prières montaient quotidiennement vers le trône d'or. Guilliman fut escorté à travers le palais impérial, cette structure qui s'étendait sur des continents entiers.
Il passa devant des fresques représentant l'hérésie, devant des chapelles dédiées aux martyrs, devant des millions de serviteurs qui se prosternaient sur son passage. Chaque pas le rapprochait du cœur du palais. Chaque pas alourdissait son cœur. Finalement, il arriva devant la porte de l'éternité, l'entrée de la chambre du trône. Trajan Valoris, capitaine général des Adeptus Custodes, l'attendait. Les deux hommes échangèrent un long regard. Valoris avait servi l'empereur pendant des siècles, gardant sa forme mourante sur le trône d'or. Il avait vu l'impérium décliner, impuissant à changer quoi que ce soit. Et maintenant, un fils de l'empereur se tenait devant lui. « Il vous attend », dit simplement Valoris. Guilliman entra seul. La porte de l'éternité se referma derrière lui avec un bruit de condamnation finale. La chambre du trône était immense, s'étendant dans l'obscurité au-delà de ce que même les yeux d'un primarque pouvaient percevoir. Et au centre, brillant d'une lumière dorée, aveuglante, se trouvait le trône d'or lui-même. Sur ce trône siégeait une figure que Guilliman reconnut immédiatement, bien qu'elle soit presque méconnaissable, l'empereur. Mais ce n'était plus l'homme majestueux que Guilliman se rappelait. Ce n'était plus le conquérant rayonnant qui avait unifié Terra et lancé la grande croisade. C'était une chose desséchée, à peine vivante, maintenue en existence par des machines anciennes et 10 000 ans de sacrifices psychiques. Des millions de psycheurs mouraient chaque jour pour alimenter l'Astronomicon, brûlant leurs âmes pour maintenir le phare qui guidait l'humanité à travers le warp. Guilliman tomba à genoux, submergé par l'horreur et la tristesse. « Père », murmura-t-il. Et alors l'empereur parla, pas avec des mots, mais directement dans l'esprit de Guilliman. Ce ne fut pas la conversation tendre qu'un fils attendrait de son père après 10 000 ans de séparation. Ce fut un assaut psychique brutal, une inondation d'images, de vérité et de commandements. L'empereur montra à Guilliman l'état réel de l'impérium, pire encore que ce qu'il avait pu imaginer. Il lui révéla des vérités sombres sur la nature du warp, sur le chaos, sur les menaces qui guettaient de l'humanité. Et il donna ses ordres. L'impérium devait être stabilisé. Les forces du chaos devaient être repoussées. L'humanité devait survivre, quoi qu'il en coûte. Guilliman était l'instrument choisi pour accomplir cette tâche. Pas son fils, pas son héritier, mais un outil, un général, à déployer dans la guerre sans fin. Pour Guilliman, ce fut une révélation dévastatrice. Il avait espéré retrouver son père, l'homme qu'il avait créé et l'avait guidé pendant la grande croisade. Au lieu de cela, il avait trouvé quelque chose qui n'était plus vraiment humain, une entité divine et terrible qui ne voyait en lui qu'un moyen d'atteindre une fin. Selon Valoris, qui attendait à l'extérieur, Guilliman resta dans la chambre du trône pendant quelques minutes seulement, parlant silencieusement avec l'empereur. Mais pour Guilliman lui-même, l'expérience sembla durer une éternité. Il tomba sur le sol en agonie, son esprit assailli par les visions que l'empereur lui imposait. Et lorsqu'il émergea enfin, plus d'un jour s'était écoulé. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans cette chambre. Guilliman lui-même n'en parle jamais, et l'expression sur son visage décourage toute question. Mais une chose était claire, il était changé. La désillusion qu'il ressentait était tempérée maintenant par une détermination d'acier. Il avait une mission, et il l'accomplirait, même si cela devait le briser. Guilliman rassembla les hauts seigneurs de Terra et fit une déclaration simple et sans appel. Il assumait à nouveau les titres de seigneur-commandeur de l'impérium et de régent impérial. Il était la main vivante de l'empereur, et sous sa direction, l'impérium serait réorganisé et réarmé,
pour affronter les menaces à venir. Certains hauts seigneurs protestèrent. Après tout, ils avaient gouverné sans surveillance pendant des millénaires. Mais leur protestation mourait sur leurs lèvres lorsque Guilliman posait sur eux son regard. C'était le regard d'un primarque, d'un demi-dieu, du fils de l'empereur lui-même. Et derrière ce regard brillait le pouvoir de changer l'impérium entier. Mais avant même que Guilliman ne puisse commencer à mettre en œuvre ses réformes, Terra elle-même fut attaquée. Cornet, le dieu du sang, furieux de voir les autres dieux du chaos échouer à arrêter le primarque, décida de frapper directement. 8 légions démoniaques, les plus terribles serviteurs du dieu du sang, se matérialisèrent autour de Terra, déchirant la réalité elle-même pour envahir le monde trône. Ce qui suivit fut connu sous le nom de bataille de la porte du lion, l'un des affrontements les plus désespérés de l'histoire récente de l'Imperium. Les démons déferlèrent sur les défenses de Terra, massacrant tout sur leur passage. Les défenseurs, pris par surprise, luttaient pour contenir l'invasion. Mais Guilliman était là. Menant personnellement la contre-attaque, le primarque se jeta dans la mêlée. L'épée de l'empereur était une tempête de flammes sacrées, chaque coup bannissant des dizaines de démons. Les Adeptus Custodes combattaient à ses côtés, leurs lances gardiennes transperçant les chairs démoniaques. Les Sisters of Silence créaient des zones de nullification où les démons ne pouvaient se manifester. Et les ultramarines, les filles de Guilliman, se battirent avec une fureur qui rappelait les jours anciens de la Grande Croisade. La bataille dura des jours. Les démons ne connaissaient ni la peur ni la fatigue, attaquant sans relâche. Mais les défenseurs tenaient bon, inspirés par la présence de leur primarque. Finalement, après un assaut ultime qui vit Guilliman affronter personnellement un Bloodthirster Greater Demon, les forces de Khorne furent repoussées, les portails Warp furent scellés, Terra était sauvée. Mais l'attaque avait prouvé une chose terrifiante. Même le monde trône lui-même n'était plus à l'abri. Les dieux du chaos pouvaient frapper n'importe où, n'importe quand. Dans l'aftermath de la bataille, Guilliman comprit qu'il ne pouvait rester sur Terra, à administrer l'impérium de loin. Il devait agir rapidement et de manière décisive. Il convoqua les plus grands esprits militaires de l'impérium et élabora un plan audacieux, la croisade Indomitus. Ce serait la plus grande campagne militaire depuis la Grande Croisade elle-même, une offensive massive pour stabiliser l'Imperium Sanctus, repousser les forces du chaos et reconnecter les mondes isolés, et il avait les ressources pour le faire. Belisarius Cawl dévoila enfin son projet secret, les Primaris Space Marines, des centaines de milliers de guerriers transhumains perfectionnés, plus grands, plus forts, plus résistants que les Space Marines originaux. Ils portèrent de nouvelles armures, maniaient de nouvelles armes et incarnèrent l'espoir d'une humanité renouvelée. La réaction fut mixte. Certains chapitres accueillirent avec joie ces renforts. D'autres, plus traditionalistes, les voyaient avec méfiance. Des guerriers créés en secret par un technoprêtre hérétique, améliorés au-delà du template original de l'empereur. C'était dangereux, peut-être même blasphématoire, mais Guilliman ne leur laissa pas le choix. Les Primaris Marines étaient déployés, que les chapitres le veuillent ou non. Et pour s'assurer qu'ils soient acceptés, Guilliman envoya des custodes comme héros, portant les nouveaux guerriers comme des cadeaux de l'empereur lui-même. On ne refuse pas un cadeau de l'empereur. La croisade Indomitus fut organisée en plusieurs flottes massives, chacune comptant des milliers de vaisseaux. La flotte Primus
sous le commandement direct de Guilliman, était la plus grande. Elle comprenait des éléments de plus d'une douzaine de chapitres espace marine, des régiments innombrables de la garde impériale, des légions du Mechanicus, des maisons de chevaliers, des légios de titans, et bien sûr, les primaris marines nouvellement éveillés. Le départ de la croisade fut un moment historique. Depuis les remparts de Terra, des milliards d'humains regardèrent les flottes s'élever vers les étoiles. Pour la première fois depuis des millénaires, l'Imperium prenait l'offensive. Pendant 12 ans standards, selon l'ancien calendrier impérial, Guilliman mena la croisade à travers la galaxie. Partout où ils allaient, les forces impériales brissaient les sièges, libéraient les mondes assiégés, repoussaient les envahisseurs du chaos et les hordes Xénos. Guilliman lui-même était partout, son génie stratégique coordonnant des campagnes à l'échelle galactique. Il brisa le siège de Baal, sauvant les Blood Angels de l'extinction face à la flotte ruche Léviathan. Il reconquit des secteurs entiers, tombés aux mains des orques. Il défit les plans des Thousand Sons sur une douzaine de mondes. Et partout, il dispersait les Primaris Marines, renforçant les chapitres affaiblis, créant de nouveaux chapitres, répandant l'espoir à travers l'Imperium. Mais la croisade avait un prix. Des millions de soldats moururent. Des mondes entiers furent sacrifiés pour en sauver d'autres, et Guilliman lui-même portait le poids de chaque décision, de chaque vie perdue. Le stratège froid, qu'il avait été pendant la Grande Croisade, était tempéré maintenant par la compréhension de ce que chaque sacrifice signifiait réellement. La première phase de la croisade Indomitus se termina à la bataille de Rokos, 12 ans après son commencement. L'Imperium Sanctus était stabilisé, même s'il était loin d'être sécurisé. Guilliman tint une grande revue triomphale, dispersant les éléments de la croisade pour renforcer les défenses à travers l'Imperium. De nouveaux chapitres de Primaris Marine furent fondés. Plus d'1 millier d'entre eux, dans ce qui fut connu comme l'Ultima Founding. C'était la plus grande fondation depuis la seconde fondation après l'hérésie. Mais Guilliman savait que le travail n'était pas terminé. L'Imperium Nihilus, le côté sombre de la Grande Faille, restait coupé et vulnérable. Des milliards d'humains y mouraient chaque jour, sans espoir de secours. Et Ultramar elle-même, son propre royaume, était assiégé par son frère traître Mortarion et les Death Guard. Guilliman retourna donc à Ultramar, menant une campagne connue sous le nom de « Guerre de la peste ». Ce fut une guerre d'attrition brutale contre les forces de Nurgle, le dieu de la maladie et de la décrépitude. Mortarion, transformé en prince démon, cherchait à corrompre Ultramar tout entier, transformant les 500 mondes en un jardin pestilentiel. Mais Guilliman le repoussa, bataille après bataille, monde après monde. Finalement, dans un affrontement épique sur le monde Jardin d'Iax, les deux primarques s'affrontèrent. Guilliman, portant l'armure du destin et brandissant l'épée de l'empereur, combattit son frère déchu. Mortarion, gonflé par les énergies de Nurgle, était presque invincible, mais l'épée de l'empereur brûlait les bénédictions du chaos. Et Guilliman était animé par une détermination inflexible. Dans un coup désespéré, il plongea son épée dans le cœur de Mortarion, bannissant le prince démon dans le Warp. Ultramar était sauvé, mais Guilliman savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Mortarion reviendrait. Les menaces ne cesseraient jamais. Et l'Imperium resterait toujours au bord du gouffre. Aujourd'hui, Roboute Guilliman continue sa guerre sans fin. Il a réformé le conseil tétrarchique d'Ultramar, commençant le long processus d'expansion pour restaurer les 500 mondes à leur gloire d'antan. Il a lancé des expéditions dans l'Imperium Nihilus, tentant de reconnecter ces mondes perdus.
et il continue de lutter contre la bureaucratie sclérosée de l'Imperium, essayant de réformer un système qui résiste à tout changement. Ce n'est pas la vie qu'il aurait choisie, ce n'est pas l'Imperium pour lequel il s'était battu, mais c'est l'Imperium qui existe, et Guilliman a juré de le défendre, car malgré toutes ses imperfections, malgré toute sa corruption et sa superstition, l'Imperium reste le dernier rempart de l'humanité contre les ténèbres. Et tant qu'il respirera, tant que son cœur battra, Roboute Guilliman se battra pour cet Imperium. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que l'humanité elle-même le mérite. C'est le fardeau du Primarque, le poids de l'espoir dans un âge sombre. Et c'est un fardeau qu'il portera jusqu'à son dernier souffle. Voilà, c'était l'histoire du retour de Roboute Guilliman, le Primarque ressuscité, le seigneur commandeur de l'Imperium. Une histoire de sacrifice, de désillusion, mais aussi d'espoir inébranlable face aux ténèbres. Si cette plongée dans le lore de Warhammer 40K vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'univers Grimdark. Et vous, que pensez-vous du retour de Guilliman? Est-il le sauveur dont l'Imperium a besoin ou simplement un vestige d'une époque révolue? Dites-le moi dans les commentaires. Que l'Empereur vous protège et à bientôt pour de nouvelles légendes de la galaxie la plus sombre qui soit.